24h Sénat, le journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24h Sénat. Voici les titres. Quel avenir pour la France dans 10 ans? Le Sénat présente sa contribution à Jean Pisani-Ferry, le commissaire général à la stratégie et à la prospective. Des pistes sont lancées sur l'évolution de notre modèle productif et social. Des juges demandent la levée de l'immunité parlementaire du sénateur UMP de l'Essonne Serge Dassault. Ils enquêtent sur les achats de votes présumés à Corbeil-Essonnes. C'est au bureau du Sénat de se prononcer sur une éventuelle levée de cette immunité. L'extension et la modernisation de Roland-Garros sur une partie des serres d'Auteuil en question. La mission d'information du Sénat sur le sport professionnel s'est rendue dans ce temple du tennis. Reportage à suivre dans ce journal. À quoi ressemblera la France dans 10 ans? Fort de son expérience en matière de prospective, le Sénat a souhaité s'associer aux travaux du commissaire général à la stratégie, Jean Pisani-Ferry. Plusieurs contributions ont été présentées cet après-midi. Et parmi les thèmes abordés, l'avenir de l'école, chahuté entre mauvais classement de l'OCDE et fronde contre les rythmes scolaires. Julie Hulin. Quelle France dans 10 ans? Cet été, François Hollande a souhaité engager une démarche visant à définir une stratégie à long terme pour la France. Une étude à laquelle s'est associé le Sénat pour réfléchir sur plusieurs grands thèmes. L'avenir du modèle de production, la réforme de notre modèle social, la soutenabilité de notre modèle de croissance, les mutations de la société française et le projet européen. Présente dans toutes les discussions cet après-midi, l'école. L'école de la République est un des piliers majeurs. Et ce n'est pas la peine d'éviter de rappeler ça. On voit bien le malaise profond de notre pays devant les résultats de PISA, même si on peut faire tous les commentaires du monde. Les Français sont ébranlés. Chute dans le classement PISA, rythme scolaire, l'étude prospective souhaite inscrire l'école comme véritable projet pour la société française. Il faut se poser la question de ce que nous voulons et de comment faire pour redresser certains résultats qui ne vont pas du tout. C'est important pour l'économie, parce que dans une économie moderne, les compétences sont essentielles. C'est important d'un point de vue social. Et c'est important aussi pour la cohésion, pour ce qui fait l'unité d'une société. Parmi les pistes avancées pour faire évoluer cette école, la nécessité de corriger les inégalités sociales, le déplacement des moyens vers la maternelle et le primaire au moment de l'apprentissage des savoirs fondamentaux, ou encore l'instauration d'une scolarité obligatoire de 3 à 18 ans. Des pistes qui seront intégrées dans le rapport remis à François Hollande à la fin de l'année. Et la France dans 10 ans, ce sera le thème du débat du 24h Sénat. François Hollande a subi une opération de la prostate plus d'1 an avant son élection à la présidence de la République. Une intervention dont il n'avait jamais parlé, révélée par France Info. Cette intervention médicale a été confirmée aujourd'hui par l'Élysée. La consultation sur la remise à plat fiscale se poursuit autour du Premier ministre. Place aujourd'hui aux élus locaux avec ce constat, la fiscalité locale est à bout de souffle. Mounir Soussi. La réunion entre les représentants des collectivités et le Premier ministre aura au moins permis de dresser un constat. Une clarification est nécessaire. On est tous d'accord pour dire que la fiscalité locale était un peu à bout de souffle, qu'il fallait la revoir dans un sens de la lisibilité, de la responsabilité au profit des collectivités locales. Celles-ci doivent pouvoir lever l'impôt de façon claire. Une volonté en partie satisfaite, le gouvernement vient de lancer une grande réforme des valeurs locatives. Le principe, aligner les taux des taxes foncières et d'habitation, aujourd'hui sous-évalués, sur les prix des loyers actuels. Les échéances qui sont annoncées, c'est d'abord sur toute la durée du mandat, parce que c'est une réforme très lourde, avec la révision des valeurs locatives, mais c'est aussi d'avoir des premières approches et plus quelques éléments de solution dans la loi de finances 2015. Le comité des finances locales doit faire des propositions à Jean-Marc Ayrault. Les élus plaident d'ores et déjà pour une plus grande autonomie budgétaire. Pour l'instant, il y a 2 projets de loi de finances, un pour la sécurité sociale, un pour l'État qui englobe aussi les collectivités. Mais je crois qu'il serait sain qu'il y en ait un pour les collectivités. Ça donnerait beaucoup plus de lisibilité à l'ensemble de nos concitoyens. En attendant, les collectivités locales sont au régime. L'État prévoit de réduire ses dotations de 3 milliards d'euros sur la période 2014-2015.
Avant de se rendre à Rennes en fin de semaine, Jean-Marc Ayrault a présenté son pacte pour sauver la Bretagne. Il entend ainsi répondre aux difficultés sociales et économiques de cette région. Le détail avec Flora Sauvage. Un pacte d'avenir pour la Bretagne à la table du Conseil des ministres ce matin. Après la mobilisation des bonnets rouges à Carhaix samedi, qui a rassemblé entre 17 000 et 40 000 personnes, le gouvernement propose une série de mesures pour soutenir la Bretagne, fortement touchée par la crise. Premier objectif, sécuriser l'emploi en offrant aux salariés licenciés 97% de leurs revenus pendant un an. Pour les élus bretons au Sénat, les mesures apportées semblent positives. Le pacte d'avenir va aider la Bretagne, effectivement. Maintenant, pour l'avenir, je crois que aussi vite et aussi au pas de charge. Alors, j'ai participé à 2 réunions de concertation pour l'élaboration de ce pacte, mais ça s'est fait à une telle vitesse qu'à mon sens, pour répondre à l'urgence, la réponse c'est oui. La seconde, il faudra beaucoup plus de temps parce que nous, ce que nous attendons, c'est une véritable transition sur les pratiques agricoles et agroalimentaires bretonnes. L'État va mettre la main à la poche avec 1 milliard d'euros, toutes aides confondues, dont 15 millions pour l'industrie agroalimentaire. Mais sortir la région de la crise implique aussi de désenclaver la Bretagne en développant le haut débit et le TGV afin de relier Quimper et Brest à Paris en 3 heures. Le pacte d'avenir a été transmis au Conseil régional de Bretagne pour que les acteurs locaux puissent en débattre avant la signature officielle le 13 décembre. Les organisations syndicales craignent que le pacte d'avenir ne soit qu'un effet d'annonce pour déminer la contestation. Et pour parler de ce pacte pour la Bretagne, notre invité ce soir, Dominique Delège, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur UMP d'Ille-et-Vilaine. Alors le pacte pour la Bretagne tel qu'il a été présenté ce matin au Conseil des ministres par Jean-Marc Ayrault va-t-il permettre de résoudre la crise bretonne ? Écoutez, il y a 3 paquets. Il y a un premier paquet qui vise à répondre à l'urgence et avec des mesures sociales, on ne peut que souscrire, bien évidemment, aux dispositions de cette première partie. Et ensuite, une deuxième partie qui a trait à l'agroalimentaire, et je ne vous cache pas que je suis très inquiet. Très inquiet parce que je vois qu'on nous ressort le vieux programme de 2004 de Jean-Yves Le Drian qui s'appelle « Une nouvelle alliance pour l'agriculture ». Et quand je regarde ce qui s'est passé depuis 10 ans avec le président Jean-Yves Le Drian, et avec un directeur qui s'appelle M. Riconneau, qu'on retrouve d'ailleurs auprès de Jean-Marc Ayrault pour la rédaction de ce plan, eh bien, je m'aperçois qu'on ne répond pas à la question essentielle. Qui est, selon vous ? La question essentielle, c'est quel potentiel de production agricole pour la Bretagne ? Les raisons de la crise bretonne sont assez nombreuses et notamment en matière de compétitivité. Et de ce point de vue, hélas, il n'y a pas d'exception bretonne. Mais posons-nous une question très simple au travers de la fermeture d'un abattoir, l'abattoir Gade notamment. Mais tout simplement, le nombre de têtes de porc à abattre en Bretagne n'a cessé de diminuer depuis 10 ans. Toutes les aides que la région Bretagne a mis en place depuis 10 ans visent systématiquement à conditionner leur octroi à une diminution du potentiel agricole breton. Et je n'ai pas vu dans les mesures qui ont été annoncées par le Premier ministre que l'on ait changé de stratégie. Et par conséquent, il va falloir qu'on ait le courage de dire oui, nous voulons diminuer le potentiel agricole breton, il faudra en assumer les conséquences. Ou alors on dit, nous maintenons le potentiel agricole breton, voire nous l'augmentons, et auquel cas, on pourra peut-être maintenir des emplois dans le secteur agroalimentaire. Mais les deux sont intimement liés, nous sommes à la croisée des chemins, il faut répondre à cette question, et le plan n'y répond pas. Mais parce que Jean-Marc Ayrault a expliqué que le volet agricole et le volet agroalimentaire feront l'objet d'un plan séparé, donc peut-être qu'on ne connaît pas encore toutes les mesures sur ce point-là. Non, mais là, ça pose un autre problème que celui de la méthode. Alors d'abord, je note que M. Ayrault va venir à Rennes. C'est très bien, Rennes, c'est la capitale de la Bretagne. Mais les gros problèmes, aujourd'hui, ne sont pas concentrés en Ille-et-Vilaine, ils sont concentrés à la pointe ouest de la Bretagne et singulièrement dans le Finistère. Je dois vous dire qu'il me semble qu'en effet d'affichage, en effet de message, il eût été sans doute souhaitable de ne pas additionner un centralisme national à un centralisme régional en venant entre 2 trains à Rennes, rencontrer des élus pour signer à la faveur d'une grande messe un document dont on peut s'interroger sur la crédibilité économique, la crédibilité financière. Car savez-vous que ce document engage les finances de la région Bretagne au-delà de 2014,
engage l'État par rapport à un contrat de plan qui n'est pas encore négocié ni signé. Et j'entendais le chiffre que vous donniez tout à l'heure, 1,5 milliard. d'euros. Oui, je prenais le dernier contrat de plan, 2007. Alors vous qui êtes conseiller régional de Bretagne, Oui. eh bien, on sait que ce plan doit être soumis à l'approbation du conseil régional, probablement le 12 ou le 13 décembre. Allez-vous apporter votre soutien au gouvernement? Moi, j'attends de voir les chiffres. J'ai vraiment l'impression que le gouvernement n'a pas le premier euro et qu'il est en train de préempter le budget de la région Bretagne pour financer les annonces que nous aurons peut-être vendredi. Mais il ne répond pas à cette question essentielle et permettez-moi d'ajouter ceci. Lorsque le contrat de plan 2007-2013 a été signé entre l'État et la région Bretagne, l'État à l'époque avait fait un effort considérable en multipliant par 3 les crédits pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Et le président de l'époque, Jean-Yves Le Drian, avait clairement dit qu'il ne souhaitait pas accompagner cet effort. Eh bien aujourd'hui, voilà le résultat de la politique qui a été conduite ces 10 dernières années. Est-ce que l'équipe régionale actuellement au pouvoir aura le courage de répondre à cette question fondamentale? Quel potentiel agricole pour la Bretagne? Merci beaucoup Dominique Delège d'avoir été notre invité ce soir. Le Conseil constitutionnel a censuré la garde à vue jusqu'à 96 heures dans des affaires de fraude fiscale instaurées par les lois votées après l'affaire Cahuzac. Saisis par des sénateurs UMP, les sages ont en revanche validé la création d'un procureur financier spécialisé, mais ils ont donc censuré la possibilité d'une garde à vue prolongeable jusqu'à 96 heures. Et puis sachez par ailleurs que les sénateurs UMP ont saisi le Conseil constitutionnel pour des critiques portant sur le budget de la sécurité sociale pour 2014. Et puis à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté la proposition de loi visant à lutter contre la prostitution en France, notamment en pénalisant les clients. Le texte punit l'achat d'actes sexuels d'une contravention de 1 500 €. Avant d'entrer en vigueur, il devra franchir l'étape du Sénat qui devrait examiner cette proposition de loi d'ici à fin juin. Le projet de réforme des retraites de retour en commission au Sénat. En première lecture, ce texte avait été rejeté en séance publique par 346 voix à 0, fait rarissime dans l'histoire du Parlement. Quel sort les sénateurs vont-ils cette fois lui réserver? Les explications de Cécile Sixou. 346 voix contre, 0 pour, un vote inédit au début du mois de novembre. En première lecture, le Sénat avait complètement rejeté la réforme des retraites. Même les socialistes avaient dit non à une loi vidée de sa substance. Ce matin, le texte fait son grand retour en commission et surprise, la version de l'Assemblée nationale a été votée telle quelle, sans amendement ni du rapporteur ni des autres sénateurs. Mais pour la droite opposée au texte, cette adoption n'est qu'une question d'arithmétique. Pour l'instant, ça a été accepté puisque les socialistes étaient plus nombreux que nous en commission. Maintenant, on va voir ce qui va se passer dans l'hémicycle. Ce n'est quand même pas de la faute de l'UMP si la gauche n'est pas capable de s'unir sur les textes présentés par le gouvernement. Donc on ne va quand même pas nous faire le reproche de ne pas voter un texte de gauche. Il faut faire le reproche aux alliés de la gauche. Les alliés de la gauche, en ligne de mire, les communistes qui prévoient une nouvelle fois de ne pas soutenir la majorité. On va aussi proposer tous les amendements, reproposer tous les amendements qui avaient été votés par le Sénat à notre initiative et qui bien sûr ont disparu dans le cadre de la navette parlementaire. Les communistes défendront à nouveau la baisse de durée de cotisation. UMP et centristes camperont quant à eux sur l'idée d'une retraite à points. Ils ont jusqu'au 12 décembre pour déposer leurs amendements avant la discussion dans l'hémicycle le 16 décembre. Mais la réforme des retraites risque de s'ajouter à la série de textes votés avec la seule marque, ou presque, de l'Assemblée nationale. Et on passe tout de suite au débat de ce 24h Sénat avec nos invités ce soir. Sur ce plateau, Laurence Rossignol, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice socialiste de l'Oise et porte-parole du Parti socialiste. Également avec nous ce soir, Jean Arthuis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur UDI-UC de la Mayenne. Également sur ce plateau, André Gattolin, sénateur Europe Écologie Les Verts des Hauts-de-Seine. Merci à tous les trois. Alors on va parler visage de la France en 2025. C'était le thème aujourd'hui d'un grand colloque organisé au Sénat avec l'audition du commissaire général à la prospective et à la stratégie, Jean Pisani-Ferry. Laurence Rossignol, comment aimeriez-vous voir la France en 2025 ? La France de 2025, je la voudrais républicaine, prospère et sobre.
Voilà. Républicaine parce que c'est le socle de nos valeurs et que dans ce qui peut réunir de nouveau les Français, ce sont les principes de la République et en particulier ce qui les met le mieux en œuvre, l'école. L'école du plus jeune âge jusqu'à l'université, la recherche et la formation continue. Je la voudrais prospère et partageuse, redistributrice. Et je la voudrais sobre parce que nous sommes entrés dans une nouvelle ère et c'est un nouveau modèle de développement qui doit conduire nos actions pendant les 10 ans qui viennent, c'est-à-dire économe des ressources naturelles, économe des pollutions, engagé dans la lutte contre le dérèglement climatique, et puis davantage une société du bien-être qu'une société du tout-avoir. Jean Arthuis, on vous a entendu cet après-midi, vous avez salué la démarche lucide et courageuse du Sénat dans la contribution qu'il a apportée aux travaux du commissaire général à la stratégie et à la prospective. Vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez comme visage de la France en 2025 ? Une France confiante, une France européenne, partageant ses souverainetés pour que ces souverainetés soient effectives et non pas illusoires. Une France confiante dans la mondialisation. Et ce que j'ai apprécié, en effet, c'est qu'il y ait eu au Sénat un début de réflexion prospective. Ce qui me frappe, et c'est que le Sénat, aujourd'hui, est pris dans le jeu majoritaire et envoie des copies blanches à l'Assemblée nationale. Il n'y a même pas de navette parlementaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, sur le projet de loi de finances, sur la réforme des retraites, copie blanche. Parce qu'il y a une majorité de gauche au Sénat, mais il n'y a pas de majorité pour soutenir le gouvernement. Alors, quelle peut être la valeur ajoutée du Sénat? Ce qui me frappe dans nos débats, c'est que les arguments qui étaient défendus avec conviction par la majorité d'hier sont pratiquement repris par la nouvelle majorité, par ceux qui soutiennent le gouvernement. Et à l'inverse, les critiques que formulait hier l'opposition, c'est nous qui les formulons. Nous sommes dans un exercice dérisoire de la gouvernance, à l'heure de la mondialisation. Nous continuons à vivre sous l'empire de l'État-providence qui est aujourd'hui en faillite, et nous n'arrivons pas à articuler des propositions, un peu comme le font les Allemands, des réformes structurelles. On n'y arrive pas parce qu'on reste avec les mythes, avec les tabous, avec les conventions de langage. Est-ce qu'il est possible, au Sénat, de sortir des clivages politiques, partisans, pour échanger avec lucidité sur un diagnostic? Nous n'avons pas vu venir la mondialisation. Nous n'avons pas pu établir on va faire réagir André Gattolin. Vous aussi, vous avez parlé cet après-midi de cette crise des institutions. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir résoudre d'ici 10 ans. Oui, alors, pour rebondir sur ce que disait Jean Arthuis, il y a des éléments que je retrouve. L'Europe, la sobriété, une France qui a envie d'avancer, mais je pense que ça passe aussi par des institutions démocratiques renouveler. C'est pas simplement d'ailleurs de faire des textes de loi, c'est dans le fonctionnement politique. Ça, je partage cette idée qu'on a créé parfois des clivages ou des postures idéologiques artificielles, et souvent on est dans un fonctionnement de ce pays qui ne tient pas d'ailleurs qu'aux politiques, qui tient à sa très haute administration et à sa culture depuis qu'on l'a instauré en gros à partir du Premier Empire, de Louis-Napoléon Bonaparte, un système qui fonctionnait bien pour faire gérer efficacement, rationnellement un État-nation, qui n'est plus adapté à la dimension européenne et la forme de fédéralisme qu'on doit trouver. C'est-à-dire il n'y a plus un État souverain, la France, mais on doit exister à travers une autre dimension. Et puis la deuxième dimension qui est effectivement la globalisation, la mondialisation. Et donc toute une partie de nos paradigmes, comme on dit, originels en politique doivent être revisités et nous devons repenser notre action politique, plus généralement notre relation à la société, à l'aune de ces transformations. Et ça, on a du mal. On sait regarder notre passé, on sait comment on faisait hier, on ne sait pas inventer les choses pour travailler, avancer ensemble demain. Laurence Rossignol, beaucoup de choses ont été dites, notamment bien sûr la question de la confiance en l'avenir et aussi du rôle que le Sénat doit jouer dans ces réformes. Alors, je partage le point de vue de mes deux collègues. J'aime mieux le Sénat qui travaille dans le groupe de travail La France dans 10 ans, que le Sénat, que moi j'avais qualifié de triangle des Bermudes, des grands projets de loi. Vous avez dit que le Sénat creusait sa tombe, c'est une expression Absolument. qui a été beaucoup reprise. Et justement, je vais poursuivre en disant que, attention néanmoins, il ne faudrait pas qu'on devienne une espèce de conseil économique et social et environnemental bis, quoi, un lieu où on discute, où on constate les convergences sur... En fait,
peut-être que la France qu'on voit dans 10 ans, on voit probablement des choses, une France pas très différente. Je pense qu'on a tous envie un peu de la même chose pour notre pays. Je crois qu'on arrivera à... Mais où alors, je pense que, voilà, personne ne veut un pays inégalitaire, personne ne veut un pays archaïque, personne ne veut un pays dans lequel les gens se divisent. Tout le monde veut un peu la même France. Notre problème, c'est de savoir quel est le chemin qu'on prend pour y arriver, et effectivement, comment on sort des postures politiques. Et je suis assez d'accord avec Jean Arthuis, je trouve qu'on est arrivé à un point de violence du rôle entre l'opposition et la majorité, que cette violence, elle a commencé dans le mandat précédent. Nous-mêmes avons été probablement aussi des opposants systématique avec un président de la République, Nicolas Sarkozy, qui mettait de la brutalité dans la politique, qui est dans toute une façon de faire, qui ne mettait pas de la concorde. Aujourd'hui, l'opposition fait comme elle a vu faire ou comme elle a appris à faire le mandat précédent. Et je suis très frappée du fait qu'il n'y a pas... Il est rarissime qu'on arrive à se mettre d'accord sur quelque chose. Et souvent, je me dis, c'est une posture. Souvent, c'est une posture. Voilà. C'est une posture. Et alors comment on est on en fait train, parce que c'est peut-être un peu utopique ce que vous dites, qu'on arrive à aller au-delà des formations politiques. Jean Arthuis, comment on fait pour sortir mais précisément, en prenant le temps de travailler ensemble. Aujourd'hui, nous travaillons en commission. Chacun est dans son silo. Le gouvernement met des pierres blanches sur le chemin. Nous venons discuter dans l'hémicycle avec des éléments de langage qui sont des conventions périmées. Et nous n'arrivons pas à échanger véritablement. Donc moi, ce que j'attends, c'est qu'ici, précisément, où on n'est pas pris par le fait majoritaire, c'est qu'on puisse se mettre d'accord sur un certain nombre de réformes. Lorsqu'on a évoqué les rythmes scolaires, notre débat était dérisoire par les conventions de langage. Sommes-nous capables, au moment où le classement PISA fait apparaître le recul de l'enseignement, eh bien, est-ce que nous sommes capables de remettre en cause des rythmes scolaires, de remettre en cause aussi certains corporatismes? Il y a une gestion paritaire, des organismes sociaux qui ne peuvent pas imaginer que l'on finance la protection sociale autrement que par des cotisations assises sur les salaires. Moyennant quoi, le coût du travail est excessivement élevé. Et on va, à l'heure de la mondialisation, on va travailler ailleurs. Ça fait de la délocalisation, ça fait un chômage de masse, ça fait la désespérance de nos concitoyens. Comme nous n'avons pas pris sur la réalité, le politique s'en tient aux annonces. Tout est en termes de communication. Il y a une espèce de théâtre politique. Mais le fossé se creuse. Toutes ces annonces sont suivies par l'affichage de l'impuissance politique. Ça devient insupportable. Et nos concitoyens ont l'impression qu'on les prend pour des oiseaux. Un point que vous avez abordé, notamment ce qui concerne le système éducatif. Effectivement, il y a eu ce classement PISA où la France a encore décroché de 2 places. Comment on fait pour sauver notre système éducatif d'ici 10 ans, André Gattolin? Déjà, il faut savoir ce que mesure le classement PISA. Je regarde beaucoup la presse internationale. Et quand je lis la presse américaine et le New York Times aujourd'hui, leur classement est bien plus médiocre que celui de la France. Ça provoque un débat, une interrogation sur l'adaptation de leur système. Est-ce que le système PISA d'évaluation est tout à fait représentatif de l'éducation de demain? Non, je pose cette question parce que... C'est notre propre système d'évaluation. Oui. Nous sommes entrés dans des mécanismes où l'on ne veut pas d'évaluation. Ça n'est pas... PISA ou pas PISA, on est parents d'élèves, on est élus, on est au contact des gens. Moi, je connais le monde dans lequel je vis. On a un souci quand même. Il y a trop d'enfants qui sortent du système scolaire sans qualification. Trop d'enfants malheureux dans le système scolaire. Les inégalités, et notamment malheureux, trop de ghettos issus de l'immigration se creusent. J'allais y venir. Trop d'enfants malheureux dans le système scolaire. Trop de ghettos urbains qui correspondent à des ghettos scolaires. On a un problème de carte scolaire, que ce soit en particulier pour les collèges. Je ne comprends pas dans une ville, quand on crée un nouveau quartier et que ce nouveau quartier est autour d'une école qui est une école disqualifiée, parce qu'on ne peut pas remonter l'image d'une école. Quand une école qui est disqualifiée par les parents comme étant une école à problème, on peut pas remonter. Il faut la fermer, il faut refaire la carte scolaire. Sur ce problème éducatif. Une chose, c'est qu'on a des dépenses publiques en matière d'éducation qui sont quand même relativement élevées, des enfants malheureux, des enseignants pas très heureux apparemment, et on n'a pas les enseignants les mieux payés d'Europe, loin de là. Donc tout ça, à un moment donné, on regarde et on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre système scolaire. Travail, mais sauf que... de durée des vacances.
tout ceci doit être mis sur la table sereinement et ne pas nous prendre dans des clivages avec des connivences corporatistes. Le corporatisme de l'UMP qui veut faire de la question des rythmes scolaires, alors qu'il y avait quand même un consensus pour dire que la semaine de 4 jours était un problème. Quand on voit qu'il y a des corporatismes, il y a du corporatisme d'opposition, du corporatisme. On est tous ça, c'est les mêmes réflexes, les mêmes tics, et c'est la nature un tout petit peu, parce que du coup, c'est la faillite de Laurence a pris à la relève de ce que j'allais dire, mais je pense aujourd'hui, on ne s'intéresse pas à la nature de ce qui est enseigné. Bon, moi, j'ai enseigné beaucoup dans le supérieur, et puis je m'intéresse beaucoup aux questions éducatives, parce que j'ai 5 enfants. Je peux vous dire, je juge les programmes complètement décalés par rapport à la réalité. Aujourd'hui, on a des enfants sur des sujets qui sont essentiels pour leur avenir. On leur fait un système où les mathématiques restent absolument centraux, l'alpha et l'oméga. Le système scolaire, c'est le défi pour 2025. C'est un des défis. C'est un des défis. Moi, je crois que le défi démocratique est important. C'est un des défis pour 2025, mais c'est surtout un des défis que ce gouvernement s'est lancé, propose au pays. Il y a eu la réforme des rythmes scolaires, mais elle n'est pas finie. On n'a pas fini d'en discuter. Et le ministre de l'Éducation aussi, en ce moment, est en train d'ouvrir un nouveau chantier sur la réforme de l'Éducation nationale. Je pense que ce serait bien qu'on se mette tous autour de la table et qu'on discute ensemble de quelle école on veut pour nos enfants. Mais un des autres thèmes qui avait été abordé cet après-midi, c'est le maintien du modèle social. On a posé la question à notre partenaire du nouvelobs.com. La France dans 10 ans, croyez-vous au maintien du modèle social français? Les internautes ont répondu non à 69%, oui à 26% sur 206 votants. Je vois que ce débat vous passionne, on aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous les 3 d'avoir été nos invités ce soir. Déplacement aujourd'hui de la mission d'information du Sénat sur le sport professionnel à Roland-Garros. L'extension du stade sur une partie des serres d'Auteuil fait débat. Reportage de Marie Brémaud. En plein cœur de la capitale, un écrin sportif Roland-Garros qui commence à être à l'étroit. Alors à l'heure où un projet d'extension est en discussion, la mission sénatoriale sur le sport professionnel a voulu rencontrer les dirigeants de la Fédération française de tennis. Des dirigeants qui ont plaidé leur cause. La survie du tournoi dépend de l'extension des installations. Il ne faut pas être trop alarmiste, mais c'est vrai que voilà, si on ne fait pas ce qu'il faut, un jour on perdra ce tournoi. Clairement, c'est pas acquis pour toujours. Il faut vraiment faire le nécessaire, notamment en termes d'infrastructure. Aujourd'hui, on a un stade qui n'est plus, je dirais, au standard du Grand Chelem. Donc on a l'obligation de le moderniser, de l'agrandir, de le rénover. Le tournoi de Roland-Garros, mine d'or pour le tennis français, mais aussi pour la ville de Paris et son économie. L'événement sportif génère chaque année 167 millions d'euros. Mais pour agrandir les infrastructures, il va falloir détruire certaines serres situées à proximité. Ouais, ça va disparaître aussi. Non pas les serres classées, mais les serres techniques, ce qui suscite la colère de certains riverains. Mais sur place, les sénateurs sont rassurés et conquis par le projet. On l'a bien senti dans les rapports et les discussions qu'on a eues avec la Fédération française de tennis, une volonté de discuter, de dialoguer pour que ce projet ne se fasse pas contre des activités qui sont déjà en place, mais avec comment on peut intégrer ce complexe avec les activités qui sont présentes. La Fédération française de tennis aimerait démarrer les travaux fin 2014. Décès du général Paul Ossarès, défenseur de la torture en Algérie. Celui qui avait clairement assumé son comportement de tortionnaire durant la guerre d'Algérie est mort aujourd'hui à l'âge de 95 ans. Il y a un an, jour pour jour, le Louvre-Lens était inauguré et c'est un véritable succès populaire pour ce musée bâti sur un ancien carreau de mine. Il a accueilli plus de 900 000 visiteurs. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. À 22 h, vous retrouvez Sonia Mohamrouk. Bonne soirée et à demain.